Gandillon. Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur. Bonjour Jean. Nous sommes de nouveau réunis pour un entretien d'actualité politique pour la revue Militant pour le mois de novembre 2018, donc en compagnie de son rédacteur en chef, Monsieur André Gandillon. Alors le thème aujourd'hui, ça va être le populisme brésilien avec Jair Bolsonaro. Donc on va voir un peu l'actualité récente du Brésil, qui est Bolsonaro, le déroulement des élections et du programme à venir, en bref l'histoire du Brésil, et aussi un type particulier du nationalisme lucinien. Alors d'abord, M. Gandillon, parlez-nous un petit peu de l'actualité récente du Brésil. Qui prépare, disons, la venue de Bolsonaro. Alors effectivement, Bolsonaro n'est pas arrivé dans le paysage politique brésilien comme un ovni, d'une manière totalement incongrue. Tout événement politique majeur à ses origines, ni les signes rationnés, rien n'est sans raison. Alors effectivement, Bolsonaro arrive au pouvoir après 15 ans de régime, disons, socialisant, de régime socialisant, et après la restauration d'un régime démocratique, c'est-à-dire un régime électoral à mandat, instauré depuis 1985. Et il faut dire que le régime, les 3 mandats, 4 si l'on peut dire, en compte du dernier 3 mandats précédents, 4 mandats précédents, qui ont eu lieu avec Lula da Silva, Dilma Rousseff et Michel Temer, qui lui a été un président non élu, mais de remplacement, à la suite de la destitution de Dilma Rousseff, a été marqué par une grande envolée de la corruption. Lula da Silva était un franc-maçon et ils étaient un petit peu tous socialisants dans ce Ils étaient régime-là. tous plus ou moins socialisants. Alors, ce sont des gens comme Lula da Silva qui viennent des fins fonds des classes sociales brésiliennes, qui ont fait leur ascension par eux-mêmes, à travers le syndicalisme et autres, et qui effectivement ont su capter l'attention des Brésiliens, tout simplement parce qu'ils faisaient vibrer la fibre sociale, le problème social du Brésil. Le Brésil est un pays qui connaît effectivement une grande disparité sociale. C'est un des pays du monde où il y a les plus grandes inégalités sociales. Il avait fini en prison d'ailleurs, Lula da Silva. Oui, mais là, au Brésil, vous avez quand même 10% de la population qui concentre quasiment 50% de la richesse, alors que vous avez le tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire entre 1 et 2 euros par jour. Donc il y a des disparités énormes. Vous avez la moitié des terres qui est détenue par moins de 2% des propriétaires. Donc c'est quand même une disparité importante, et on peut comprendre qu'un discours socialisant emporte l'adhésion d'une grande majorité de la population. Sauf. Alors, il se passe une chose, effectivement. Dans les premières années de la présidence de Lula da Silva, il y a eu ce que l'on peut appeler des avancées sociales, une amélioration du niveau de vie, le lancement d'une politique d'industrialisation avec des grands investissements et autres, qui ont porté leurs fruits et qui, effectivement, ont bénéficié à une grande partie de la population, enfin, des classes inférieures. Mais d'un autre côté, conjointement, qui dit développement économique dans un système démocratique dit aussi corruption. Des gens qui profitent de la situation. Et le gros scandale qui a mis fin, disons, à ces 15 années de régime socialisant, c'est le scandale Petrobras. Bon, Petrobras, c'est la société pétrolière brésilienne, une société énorme. Et dès 2014, on a commencé à mettre en évidence une multiplicité d'affaires de corruption et de blanchiment d'argent entre cette société et la classe politique. Ça a amené à la mise en accusation de la personne qui a succédé à Lula da Silva, c'est-à-dire Dilma Rousseff, qui avait été pourtant réélue pour un 2e mandat, mais de manière très limitée. Mais elle avait
été réélu, et ça aboutit à sa destitution en 2016, et à son remplacement. Alors là, ce qui est assez comique, si l'on peut dire, c'est qu'il a été remplacé par quelqu'un, Michel Temer, qui était vice-président, qui lui-même était accusé de corruption dans ce genre d'affaires. Voilà. Donc il a tenu pendant 2 ans, et effectivement, en même temps de ces problèmes de corruption, de blocage du développement économique qui a relancé la crise sociale, vous avez aussi une crise extrêmement importante et que chacun peut vivre dans sa vie quotidienne, c'est l'augmentation de la criminalité. La criminalité a augmenté de manière extraordinaire et dramatique à partir de 2005, au point qu'aujourd'hui le Brésil compte parmi un des 10 pays les plus criminogènes de toute la planète. Même les 5 premiers, je crois. Il y a l'Amérique du Sud qui ne doit pas être loin. L'Amérique du Sud est très bon. L'Amérique du Sud en général. Mais disons, avec l'Afrique du Sud, le Brésil est un des pays les plus criminogènes de la planète. Après, c'est un immense territoire, le Brésil, comparé à la France. Et il y a aussi une fracture ethnique, on pourrait dire, ou du moins un brassage. Alors, il y a un brassage ethnique. Alors, le fond de la population brésilienne, le Brésil a été constitué à partir de colons portugais, et aujourd'hui les Blancs représentent, les Européens, disons les descendants d'Européens, représentent à peu près 54 à 55% de la population. Bon, les métis, c'est-à-dire, alors là vous avez toute la gradation de métis, des gens assez sombres aux gens très clairs, ça représente à peu près 38% de la population. Vous avez 6% d'Africains, et vous avez 1% d'Amérindiens et 1% d'Asiatiques. Il y a même plus spécialement d'Amérindiens. Plus spécialement d'Amérindiens, mais les Amérindiens sont quand même les populations originaires du pays, si l'on peut dire. Si l'on peut dire, d'ailleurs, lorsque les premiers Européens sont arrivés au Brésil, ils ont été accueillis par des Amérindiens, alors parfois des tribus assez violentes, et puis parfois des tribus très accueillantes, et qui ont été finalement assimilés. Oui, et surtout parfois trompés par leur bon accueil, par les remerciements qu'ils en ont reçus par la suite. Et aussi, le Sud est un peu plus homogène que le Nord. Alors oui, le Sud est en grande partie de peuplement d'origine européenne, et le Nord, le Nord-Est et toutes ces régions-là, donc en allant vers la Guyane, donc là-haut, sont des populations très métissées avec beaucoup de Noirs. Et de métis, hein, énormément. Les Indiens se trouvent dans les États du centre, et ils représentent très peu finalement, ils représentent très peu de population. Voilà. Mais toujours est-il, donc il y a une situation très violente dans ce pays, en même temps toujours un antiracisme d'État, un peu comme chez nous, malgré les conflits sociaux. Oui, de toute façon, on se rend compte que dans la gradation sociale, alors ceux qui ont développé le plus d'affaires et développé l'industrie du pays, ce sont les descendants d'Allemands. Les descendants d'Allemands, qui représentent à peu près, disons, 10% de l'ensemble de la population, enfin des descendants 10% de la population brésilienne, ce sont eux qui jouent un rôle économique parmi les majeurs. Ils sont venus après 1945, eux, ou c'est encore avant? avant? Ils sont arrivés dès la fin du 19e siècle. Ou quoi que vous avez certains États, certaines régions dans le sud du Brésil, où vous avez véritablement de petites Allemagne avec des maisons type bavarois, type franconien. Comme au Chili, quoi. Comme au Chili. Ouais. Ouais, vous avez même tous les ans une fête de la bière très importante. Alors évidemment, comme les un bout d'Allemagne. Voilà, vous avez un bout d'Allemagne dans le sud du Brésil. Bon, et puis après, vous avez les descendants des colons brésiliens. Puis après, vous avez toute la population. En gros, sans vouloir faire de racisme ou de racialisme, on est bien obligé de constater que, en gros, ce sont les populations germaniques, puis les populations blanches américaines, européennes, puis après les métis qui entrent dans
Il y a un peu des castes. oui. Toute proportion gardée, les Portugais se seraient moins bien débrouillés que les autres. Proportionnellement, oui. Les Portugais, ce serait moins bien débrouillés. Pourtant, On va peut-être passer à la deuxième question. Qui est le nouveau président du Brésil, Bolsonaro? Alors, Jair Bolsonaro est un homme de 63-64 ans, qui est un ancien militaire, qui jusqu'à présent ne s'était pas fait remarquer en tant qu'homme politique. Il a un peu l'armée avec lui d'ailleurs pour ce parcours, oui. Oui, pour ce parcours, donc il a disons, le soutien de l'armée, mais Jair Bolsonaro est quelqu'un qui effectivement s'est fait remarquer par un discours sécuritaire. Il veut rétablir l'ordre, mettre fin à la criminalité, et pour une population aussi bien blanche que métisse ou noire, c'est extrêmement important, parce que lorsque vous êtes menacé par des gangs, par des tentatives d'assassinat tout au long de votre journée, de votre semaine, eh bien le rétablissement de l'ordre est quelque chose d'extrêmement important. D'autant que durant les élections, il avait pris un coup de couteau. En plus, durant la campagne électorale, il a été blessé. Mais là, il est extrêmement intéressant, nous y reviendrons, mais il a été effectivement blessé, ne serait-ce que pour ses propos sécuritaires et ses propos soi-disant racistes qu'il tient, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui parle à l'emporte-pièce, c'est quelqu'un qui utilise un langage assez cru, assez vert, un petit peu à la manière de Trump. On l'appelle le Trump tropical pour ça. Trump tropical pour ça, oui. Mais effectivement, dans un monde où on vit dans un puritanisme hypocrite, où il y a ce fameux politiquement correct, ce politiquement conforme, dans lequel il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela, alors que personne ne peut dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, eh bien des gens comme ça libèrent la parole. Et ils enfoncent des portes et ils se font, d'ailleurs paradoxalement, si j'ose dire, des chantres de la liberté d'expression, là où la presse en France est très hostile, mais bien sûr, virgule. Mais bien sûr, à partir du moment où vous avez la presse qui va fustiger quelqu'un parce qu'il va traiter tel ou tel sujet, et puis employer des mots d'argot pour qualifier telle ou telle personne ou autre, eh bien, c'est un discours qui ne passe plus auprès de la population. On sent très bien qu'ils utilisent une langue de bois, il y a quelque chose qui ne va plus. Des gens comme Bolsonaro, comme Trump, libèrent la parole. En France, ce genre de personne n'existe pas. Enfin, médiatiquement, n'existe pas encore. Oui, parce que l'équivalent, c'est Marine Le Pen, mais oui. Mais Jean-Marie. Ou Jean-Marie, oui, c'est Jean-Marie sinon. Voilà, mais Jean-Marie Le Pen utiliserait presque un langage plus vrai. populaire que sa fille. En général, sa fille utilise un langage assez châtié, n'est-ce pas ? Bien sûr. Oui. Même Mélenchon qui veut passer pour un homme proche du peuple, faire sortir ses années universitaires. Il est presque moins politiquement correct que Marine Le Pen. Moins politiquement correct que Marine Le Pen. Voilà. Donc, effectivement, ces gens-là sont proches du peuple, par leur langage. Oui. Ils touchent la fibre populaire. Ils disent, mais c'est quelqu'un qui est proche de nous, où il veut rétablir l'ordre. Effectivement, si vous voulez rétablir l'ordre, vous ne le faites pas en passant de la pommade sur le dos des gens. Inévitablement, surtout dans la situation du Brésil, vous êtes inévitablement obligé d'utiliser la trique. Donc, c'est un langage qui plaît, qui a plu, et qui a servi à faire élire Bolsonaro. Bon, vous avez en même temps, dans l'enseignement scolaire connaît une dégradation, comme il le connaît chez nous d'ailleurs. Les gens veulent des résultats pour leurs enfants. Lorsqu'il dit que les programmes scolaires doivent être réformés, qu'on doit rétablir des programmes scolaires cohérents, solides, former les enfants, les instruire et autres, c'est un langage qui parle aux parents. Ça porte énormément. Lorsqu'en plus, vous aviez cet esprit cosmopolite, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, qui était porté par les Lula et Rousseff et compagnie, et qui vous dit, le Brésil d'abord, eh bien les gens disent, oui d'accord, on doit d'abord être nous-mêmes, on doit d'abord penser à nous-mêmes. Alors on va nous dire que Bolsonaro est nationaliste. Alors, nationaliste, non. Non. Alors effectivement, le nationalisme, c'est penser les problèmes par rapport à l'intérêt national. Alors, sous cet aspect-là, effectivement, il tient ce discours-là. Mais d'un autre côté,
le nationalisme ne tombe pas dans le sionisme et ne tombe pas non plus dans le libéralisme économique à tout craint. Moi, vraiment, hein, parce que j'ai écouté la presse à ce moment-là, ils ont parlé d'une personne qui était d'extrême droite et non pas d'une personne qui était nationaliste. Non. Parce que je pense que le Brésil n'est pas compatible encore, particulièrement par l'homogénéisation de sa population, n'est pas compatible avec le nationalisme. Le Brésil est déjà un État fédéral. On parle de la République fédérale du Brésil. Alors, donc le Brésil est un État immense de plus de quasiment 10 millions de kilomètres carrés. C'est immense. Vous avez une multitude d'États qui constituent le Brésil, et vous avez quand même des particularismes régionaux. Vous ne pouvez pas confondre les mentalités de la région de Bahia, qui est quand même le cœur historique du Brésil, avec des régions comme le Minas Gerais ou les régions frontalières avec ou la région de Buenos Aires et autres. Ce sont des mentalités tout à fait ou même les régions de Rondônia ou d'Amazonie, hein, ou du Nord-Est. Vous avez des particularismes locaux dans ce pays. Donc parler de nationalisme brésilien, oui, alors à ce moment-là vous allez retrouver le nationalisme brésilien dans l'équipe de football. C'est tout. Mais c'est tout. Ouais. Comme en France d'ailleurs. En plus, on dit populisme pour distinguer les deux voilà, termes. oui. Vous dites même que oui, il est certes ferme, mais c'est pas non plus une dictature et c'est une démocratie un peu plus dure, quoi, simplement. Alors, ce qu'il veut. Bon, je vois mal Bolsonaro. Les discours, les propos électoraux n'engagent que ceux qui les écoutent, comme aurait dit Pasqua. Mais je vois mal Bolsonaro installer une dictature. Par contre, effectivement, resserrer les boulons de la société brésilienne, oui. Alors, de là à parler de dictature, c'est tout à fait autre chose. Le Brésil, donc, non, c'est un... Et puis, de toute façon, il y a la mentalité, disons... méridionale, latine, qui fait que même une dictature est toujours quelque chose qui laisse des autres. On ne peut pas comparer. Hein, on peut pas comparer. Ou alors, si vous avez une dictature, c'est une dictature effectivement comme celle qu'il y a eu à partir de 1964, ou alors là, on pense plus à éliminer les opposants plutôt qu'à redresser le pays en lui-même. C'est plus des règlements de compte dans ce cas-là. Mais Bolsonaro n'en est pas là. Et comme vous disiez, en fait, par rapport au sionisme, c'est qu'il est aussi évangéliste et très moderne. Bon, comme on sait, chez eux, ce protestantisme qui est un peu dégénéré, très souvent, Alors, il y a une chose, c'est que le Brésil est effectivement un État fondamentalement catholique. Et Bolsonaro, lui, est un évangéliste. Donc, déjà, il y a une rupture avec le fond du pays, même si les évangélistes se développent énormément au Brésil. Les conversions à l'évangélisme, si on peut dire, le passage des chrétiens du catholicisme à l'évangélisme est extrêmement important et même inquiétant pour le catholicisme. Mais on peut très bien comprendre aussi cette déviation par le fait que l'Église catholique, au Brésil comme ailleurs, est gangrénée par le modernisme, surtout qui s'est développé après Vatican II. C'est un terrain qui est assez fertile en fait. À partir du moment où on commence à vous dire que religieusement, en gros tout est relatif, que toutes les religions se valent et autres. Et que Dieu est relatif à la fin. Et que Dieu est relatif à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez vers des gens qui ont peut-être une fibre apostolique beaucoup plus importante, au moins extérieurement, que ne l'est l'Église catholique. Hein? Donc ils vont prendre en fait le vol, le train en marche, et ils vont plutôt se précipiter vers le protestantisme et vers le protestantisme. Enfin, l'évangélisme compatible avec le sionisme. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Et donc Bolsonaro en lui-même, déjà, lorsque l'on le présente comme un nationaliste brésilien, défendrait le catholicisme, défendrait la tradition lusophone à 100%, défendrait une économie qui n'est pas inféodée ni au dollar, ni au mondialisme,
à travers le libéralisme et ne serait absolument pas sioniste. Donc là, c'est manquant dans le programme, oui. Ce sont des choses. Donc, non, c'est tout simplement quelqu'un qui réagit au désordre brésilien des 15 années précédentes. Et puis d'ailleurs, par rapport à sa vie personnelle, c'est un triple divorcé, me semble-t-il. C'est un triple divorcé. Malgré qu'il soit pour une politique plutôt familiale, anti-avortement. Et tout Oui, ça. effectivement, bon, il parle de défendre la famille, de mener une politique anti-avortement. Mais alors, il faut remarquer, quelqu'un qui est divorcé 3 fois, remarié 3 fois, bon, c'est déjà quelqu'un, pour la défense de la famille, il en a une vision quand même assez relative. Assez éloigné. Oui. Oui, ses mœurs Assez personnelles éloigné, parce sont, que défendre la famille, le fondement de la famille, c'est une famille qui est fondée une fois pour toutes sur l'indissolubilité du mariage. Et l'indissolubilité du mariage n'est pas uniquement quelque chose de catholique ou de chrétien. Toutes les sociétés saines à travers l'histoire qui ont été puissantes ont toujours défendu l'indissolubilité du mariage. Et lorsqu'on a commencé à en faire des accommodements, à s'accorder au divorce ou autre, c'était déjà une société qui a été entrée je dirais pas en décadence. C'était une société qui était déjà en train de s'effriter. La société romaine des premiers temps de la République, c'était une société qui était fondée sur l'indissolubilité du mariage. Lorsque vous arrivez aux périodes de troubles qui ont commencé... 3e siècle, 2e siècle. 2e siècle, à l'époque des Gracques et autres. D'ailleurs, à l'époque, on peut trouver un des signes de la décadence de Rome. C'est lorsqu'il y a eu une attaque dans les années 150, une attaque des Germains au nord de l'Italie. Eh bien, d'ordinaire, les patriciens romains, leurs enfants du moins, se mobilisaient, prenaient les armes, prenaient le gladius et partaient défendre la frontière. Là, tous ces fils de patriciens, qu'ont-ils fait? Ils ont pris le bateau pour partir en Afrique du Nord ou dans ces coins-là, la province d'Ifriqiya, pour éviter d'aller se battre. C'était déjà un signe. Le début de la fin. Mais oui, alors ça a mis du temps, mais c'était déjà le premier signe du déclin. Ils n'y ont pas remédié. Ensuite, eh bien, vous avez eu le divorce qui s'est développé. Même quelqu'un comme Cicéron, qui est présenté, qui a vécu quand même comme quelqu'un d'assez moralement ordonné, avait cru bon, presque par mode, de divorcer dans les dernières années de sa vie. Ce qui a donné, quelques siècles plus tard, la République de Venise. Un peu beaucoup plus tard, mais... Beaucoup plus tard, mais vous savez... Et de ce point de vue-là, là je fais un aparté, mais la christianisation de l'Empire romain était une reconstruction morale et spirituelle de l'Empire romain qui lui avait fait défaut avec la décadence païenne et qu'avec le temps, parce que les structures sociales du pays étaient trop abîmées, n'a pas eu le temps de se faire à travers l'Empire romain, mais c'est fait quand même à travers les éléments successeurs de l'Empire romain qui ont été le royaume franc et le Saint-Empire et toutes ces choses-là. Mais effectivement, donc quelqu'un comme Bolsonaro déjà est quelqu'un de décadent moralement. Déjà. Donc vouloir en faire un modèle de nationalisme, d'extrémisme ou autre, le verre est déjà dans sa mentalité, si l'on peut dire. On a vu quelques photos chocs circuler où on voit qu'il cultive un peu les réseaux maçonniques. On a vu ses fils avec des maillots pro-Israël, oui, et tout ça. Eh bien, vous avez quelqu'un, d'ailleurs comme Trump, qui dit qu'il faut que Jérusalem soit la capitale de l'État d'Israël. D'ailleurs, il veut transférer l'ambassade du Brésil à Jérusalem, Bolsonaro. Et il me semble que Trump aussi... Trump l'a déjà fait. Trump l'a déjà fait. Et alors, c'est là qu'il faut remarquer une constante, enfin, disons, un point commun des mouvements populistes, c'est cette propension à se déclarer sioniste et à la limite plus adepte du judaïsme politique que les juifs eux-mêmes, par certains côtés. On retrouve ça à travers... le zèle du goy, si je veux dire. Voilà, le zèle du goy. Mais si vous prenez même... aujourd'hui, on nous parle de Salvini en Italie. C'est un équivalent. Salvini a fait des déclarations pro-sionistes assez incroyables. Hein, et d'ailleurs, lui aussi, il voudrait bien mettre la capitale de l'État d'Israël à Jérusalem. Il a fait des professions de sionisme et de philo-judaïsme incroyables. Vous prenez le Vlaams-Belang a fait le pèlerinage à Yad Vashem. Vous avez des membres du parti, le VP autrichien,
ont aussi fait le pèlerinage à Yad Vashem. Marine Le Pen n'y va pas parce qu'on l'en empêche. Sa fille, sa nièce Marion Maréchal, on ne peut plus appeler Le Pen, puisqu'elle ne veut plus se faire appeler ainsi. C'est tout un symbole, parce qu'elle pourrait être à la limite fière de revendiquer le nom du grand-père. Eh bien, On était fiers au début. s'accorde avec des gens comme Steve Bannon, qui sont eux-mêmes peut-être qu'on présente comme des gens d'extrême droite, mais qui sont avant tout des sionistes convaincus. Et même d'ailleurs, on pourrait même dire qu'avec sa tentative de créer un mouvement politique, disons, intellectuel européen, B-Movement, qu'il a créé il y a quelques mois, qui lui est associé, eh bien, tout simplement un Belge qui lui-même est un juif. Il cultive son réseau. Donc, c'est un des symptômes de ces mouvements populistes. Donc, alors, vouloir dire que ces gens-là sont des gens d'extrême droite, ça me paraît... Ils ne sont pas vraiment anti-mondialistes, en fait. Puis vous dites, alors certes, il peut être climato-sceptique, anti-ONG, il y a quelques détails comme alors, ça. effectivement, oui. Après, c'est très libéral, comme vous dites. Voilà. Et pour la stérilisation des pauvres, la déforestation de l'Amazonie aussi, il est d'accord avec la gauche, il ne veut pas trop y retoucher. Alors, il ne veut Ça pas trop continue. toucher. Alors, il y a un procès qui lui est fait, alors nous jugerons sur pièce. Il y a un procès qui lui est fait comme quoi il veut relancer la déforestation de l'Amazonie. Alors, le régime en place, enfin le régime précédent, avait relativement freiné depuis les années 2010. Mais quoique depuis 2 ans, la déforestation de l'Amazonie était repartie à grande vitesse. Et effectivement, si Bolsonaro est lié au milieu agro-industriel, on peut se demander comment va-t-il faire pour le résister. Il ne va pas leur résister s'il est lié, c'est sûr. S'il est lié. À moins d'exproprier des paysans. À moins d'exproprier de nouveau des paysans. Et alors, il y a quelque chose d'assez inquiétant, c'est qu'il a dit qu'il ne donnera plus de terre aux Amérindiens. Donc, voilà. Alors, sur le fond, les Amérindiens, que font-ils de leurs terres? Où sont-ils? Là, il y a encore tout un problème de savoir comment ces gens-là peuvent vivre, s'installer, c'est autre chose. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas saccager une forêt comme le Brésil, on ne peut pas saccager les terres, le sol doit être préservé, il n'est pas renouvelable de cette manière-là indéfiniment. L'Amazonie est un des poumons de la planète, il doit être préservé. C'est pas faire de l'écologisme ni du gauchisme, c'est tout simplement faire du réalisme. Non, on n'a pas besoin des gauchistes pour... On n'a pas besoin des gauchismes. Et d'ailleurs, de toute façon, les gauches, on reproche à Bolsonaro d'être anti-avortement. Alors déjà au Brésil, la loi sur l'avortement est quelque chose de très réduit. C'est juste pour des gens mal formés. C'est des cas très précis. Oui, des cas déjà très, très précis. Donc l'avortement au Brésil est très peu plébiscité. Ouais. Et très peu légalisé, si l'on peut dire. Et lorsque l'on parle de gens comme ceux qui veulent défendre l'Amazonie, l'écologie et autres, ce sont souvent les gens qui en même temps sont pour le développement des pesticides anti-humains comme la pilule et toutes ces choses-là. Alors on peut dire que... Ils ne sont pas si écolos que ça. Non, ici ils ne sont pas écolos. La première écologie, elle commence par l'écologie humaine. Alors l'écologie humaine, elle commence par des mentalités saines, ce qui n'est pas le cas de tous ces gens-là qui sont de malheureux gens complètement dévoyés intellectuellement et spirituellement. Et ensuite, on ne pollue pas le corps des femmes en leur injectant des pilules et des saloperies de cette espèce pour progressivement altérer les gènes et les espèces humaines, et les générations et tout ça, oui, et la fertilité. Donc voilà, nous n'avons, si nous nous revendiquons nationalistes et non pas d'extrême droite, eh bien, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces gens-là qui sont des caricatures de l'écologie. Et oui, après vous dites, sinon par rapport à cette élection, que c'est la revanche du Brésilien moyen, quoi. Alors c'est effectivement la revanche du Brésilien moyen, qui voit en Bolsonaro quelqu'un qui va préserver qui rétablir et préserver leur tranquillité sociale, qui va dire tout haut ce que pensent généralement,
qui va mettre fin à tous les excès qui peuvent se produire et qui, effectivement, va rendre sa fierté au Brésil. Parce que toute personne bien née doit avoir la fierté de son pays, la fierté de sa nation. Un pays comme le Brésil a une composante spirituelle et identitaire, bon, qui est ce qu'elle est, qui est catholique, on l'a dit, mais qui est beaucoup plus, disons, racialement peu extrémiste. Peu homogène, vous voulez Peu dire, homogène, voilà. en ce sens que les Brésiliens, ça ne les gêne pas les mélanges raciaux. En gros. Autrement, vous n'auriez pas 38% de métis, hein. Vous auriez toujours une population totalement noire et une population totalement blanche. Bon, vous avez ce pays-là a sa propre destinée dans l'universel, son propre destin dans l'universel, et effectivement, les Brésiliens ont besoin de retrouver la fierté de leur pays. Et ça, à mon avis, Bolsonaro a su toucher, alors ce que certains appellent une fibre nationalisme, en réalité une fibre identitaire, une fibre patriotique, qui leur avait été enlevée par les gouvernements précédents, qui avaient toujours à tenir ce langage, disons, cosmopolite, mondialiste. Et voilà. Oui. Et sur l'esclavage, je crois qu'il était un peu particulier aussi, il avait fait l'objet d'une affaire. Il avait dit être pour, je ne sais plus. Oui, à propos de l'esclavage. Il avait dédouané les Brésiliens, les Blancs, les Portugais, donc de la responsabilité de l'esclavage. En rappelant simplement une vérité, c'est que s'il y avait des négriers blancs européens qui venaient sur les côtes d'Afrique, c'est parce qu'il y avait des négriers noirs qui faisaient des razzias à l'intérieur de l'Afrique pour leur vendre à l'extérieur. Voilà. Vous avez le royaume d'Abomey, qui est à l'origine du Dahomey, si on veut, du Bénin actuel. Le royaume d'Abomey a fait sa richesse à travers l'esclavage, sur l'exportation. Vous avez même à l'intérieur de l'Afrique jusqu'au fin 19e, début 20e siècle, vous avez des négriers comme type sur la côte orientale, là alors, qui faisaient de l'esclavage avec les musulmans, au point que quand les tribus noires voyaient arriver les blancs, en un sens, ils les considéraient comme des libérateurs de la traite des Noirs à ce moment-là. Donc il faut savoir établir les choses. Et Bolsonaro a simplement dit une vérité, et vous savez qu'aujourd'hui, la vérité n'existe pas, c'est tout simplement quelque chose, des arguments que l'on vous lance à la face d'un point de vue politique, non pas pour essayer de discuter avec vous, mais pour vous assassiner politiquement, médiatiquement et autres. Dans sa phase moderne de conquête de territoire, qu'on appelle colonie maintenant, ça aura dû durer 150, 200 ans cette histoire. En fait, l'esclavage, voilà. Ça a à peine duré plus longtemps. Ça a à peine duré, c'est peut-être beaucoup trop, mais voilà. Certainement, mais... Alors qu'effectivement, la traite de l'esclavage du côté musulman a duré plus d'un millénaire. Oui, c'est ça. Et selon certaines informations, continuerait encore. Oui, c'est vrai. En Libye et tout ça récemment, d'ailleurs, après le chaos. Et puis ça n'a pas l'air de profiter vraiment à un pays de pratiquer l'esclavage, parce que je crois que même le Portugal à domicile l'a beaucoup fait, et qu'il se retrouve finalement à être un peu un tiers-monde en Europe actuellement, quoi. Oui, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui... le problème de la stagnation économique du Portugal, c'est encore un autre problème. Ça vient de Salazar, qui se disait, si j'industrialise, si je développe le pays, je vais importer les mêmes mots que les autres. Cela dit, vouloir se tenir à l'écart d'une évolution, disons, irrépressible, ce qui était le cas de l'industrialisation, c'est un très mauvais calcul. Dans la mesure où on perd des capacités de puissance. Et c'est ce qui est arrivé au Portugal. Moi, je suis allé au Portugal dans les années 70. C'était assez étonnant. C'était médiéval presque. C'était médiéval. C'est peut-être passé du coq à l'âne. C'est peut-être passé du coq à l'âne, mais Bokassa avait un petit peu la même configuration. C'est-à-dire qu'il luttait contre le développement technique du pays et puis misait sur les matières premières. Voilà. Ça lui a rapporté grand malheur. Mais bien sûr, oui. Mais il ne faut absolument... il y a le développement technique, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas aller. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est le maîtriser par une emprise morale, une emprise spirituelle. Chose qui est extrêmement difficile à partir du moment où, depuis 1789, au moins en France,
Mais ça a commencé avec le protestantisme. Bon, on ne va pas relancer l'affaire puisque ça remonte à beaucoup plus loin, avec le protestantisme des Luther et compagnie, et Calvin et compagnie. À partir du moment où en 1789, on a renversé l'ordre naturel des choses, avec l'homme au sein d'un ordre universel et qu'on a placé l'homme au centre du monde, avec une raison autonome et ses lubies, et à partir de ce moment-là, effectivement, vous ne maîtrisez plus rien. Et c'est le paradoxe de la civilisation actuelle, c'est que c'est grâce au christianisme, aux éléments de la métaphysique chrétienne qu'on a développé la science, et que aujourd'hui, on a la science qui se développe toute seule comme quelque chose de fou, en ayant éliminé ce qui lui permettait d'être quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire la pensée et la métaphysique chrétienne. Ça peut-être, quoi. Donc effectivement, alors pour en revenir à Saint-Lazare, et à l'époque le Portugal était un pays totalement chrétien, il aurait pu peut-être essayer de développer économiquement le Portugal tout en maintenant l'emprise du christianisme qui, malgré la révolution maçonnique de 1911, 1910 que le roi a été assassiné, si je ne me trompe pas, enfin non, le roi a été mis en 1907 et la révolution c'est 1910. Enfin bref, un pouvoir maçonnique et anticlérical, le fond du Portugal est resté catholique, est resté très catholique. D'ailleurs, je crois que, si je ne me trompe pas, dans le message de Fatima, la Sainte Vierge a dit que le Portugal serait peut-être un des seuls pays qui resterait catholique dans l'histoire. Bon, donc, il aurait pu essayer. Bon, on ne refait pas l'histoire, mais vouloir refuser, disons, d'intégrer le progrès technique, l'évolution des techniques qui vous apportent une force, une puissance, pour éviter d'en subir, disons, les mauvais côtés, est à mon avis une erreur. C'est comme aujourd'hui, vouloir refuser la robotisation de l'industrie au motif que ça va supprimer des emplois est quelque chose de totalement stupide, dans la mesure où, non seulement vous allez refuser de moderniser votre appareil économique qui va devenir obsolète. Vous allez vous faire dépasser par les autres. Vous allez vous faire dépasser par les autres. Vous allez donc détruire à terme les emplois que vous avez voulu préserver. Et en même temps, vous allez être incapable de préparer les emplois du futur, même si effectivement, si vous avez une vague technologique importante qui arrive, ça va poser problème parce qu'en quelques années, vous allez avoir des millions de personnes sans emploi, tout simplement. Parce que déposséder des pôles techniques et en emploi. Et vous n'aurez pas eu le temps de les former à autre chose. Si toutefois, on a besoin de les former à autre chose, parce qu'il y a toujours cette course entre l'emploi et le progrès technique, technologique, qui fait que jusqu'à présent ça a marché, mais un jour ça peut très bien casser. Voilà. Enfin bon, là on s'écarte un petit peu du Brésil. Mais après le Portugal, oui, on peut comprendre qu'on en parle un petit peu en même temps. Le Brésil et le Portugal, de toute façon, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais le Brésil a existé déjà à l'origine en tant qu'État indépendant, parce que c'est le roi du Portugal qui était parti s'y installer. Justement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour de l'histoire du Brésil? Sans forcément remonter jusqu'aux Amérindiens. Non, on ne va pas remonter aux histoires des Amérindiens. Bon, mais en gros, les côtes du Brésil ont été visitées par les Portugais à Michel Cabral 1500. Bon, voilà, ils ont commencé à établir des comptoirs. Et même ils ont eu à lutter contre d'autres concurrents. Il y a eu les Français. Les Français qui se sont installés dans la baie de Rio de Janeiro, avec Villagagnon, qui était d'ailleurs un protestant. Et Villagagnon, c'est une seigneurie de la Brie, d'ailleurs, vers Provins. Et Villagagnon a tenu les promontoires, la baie de Rio de Janeiro, mais comme il n'a pas été soutenu par le gouvernement français, de François Ier, et que les Portugais voulaient vraiment tenir à leur terre, la colonie française est partie. Voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est à travers les récits de Villagagnon que le mythe du bon sauvage est arrivé en Europe. Oui. Villagagnon, avec ses récits qui ont été repris par Montaigne. Si vous lisez les essais de Montaigne, dedans, vous avez l'histoire du mythe du bon sauvage.
et qui se sont développés après. Ça, c'est pour la Oui, petite- parce qu'il a fait vagabonder Voilà. dans des Alors, littéraires. Donc ça c'est la petite histoire, mais une grosse histoire, parce que vous la retrouvez, le mythe du bon sauvage, Chez Rousseau, chez Rousseau, ouais. la civilisation qui corrompt et autres, ce qui est d'ailleurs du gnosticisme. Mais ça, c'est bon. Chez des écrivains. aussi, la hein. société contre l'homme, enfin. Oui, mais ça c'est le gnosticisme antichrétien qui remonte à l'Antiquité, Ah, enfin, oui. l'Antiquité au début de l'ère chrétienne et qu'on trouve. Bon, ça c'est Mm. encore, ça est encore un En autre sujet. Orient. Oui, Et après vous avez les Anglais qui s'étaient installés, les Allemands. Néerlandais. Néerlandais. Les Néerlandais qui s'étaient installés au nord du Brésil. Et Qui avait gardé le Suriname. Qui avait très voilà, oui, voilà, qui s'étaient installés et qui, eux, à leur tour, ont été chassés. Mais on peut dire peut-être merci à Louis XIV avec les guerres de Hollande. Ça les a affaiblis et l'amiral de Ruyter a été obligé de s'occuper de défendre la Hollande et les Pays-Bas contre les armées de Louis XIV. Bon. Vous avez même aussi encore une autre tentative française, alors en lutte avec les Portugais, dans la région de Saint-Louis, dans le nord du Portugal. Saint-Louis, c'est Saint-Louis, c'est encore une création européenne. Bon. Et alors ensuite, donc, les Portugais, à partir des années 1500, se sont installés, ont conquis le pays, et puis ont commencé à le mettre en valeur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé pour mettre en valeur le pays avec le développement des demandes, comment dire, des cultures à importer des esclaves africains. Voilà. Et bon, le Brésil a continué à se développer tout au long du XVIe, XVIIe siècle. Il y a eu des périodes de crise économique, comme il peut s'en produire régulièrement. Et qu'est-ce que je voulais dire il y a eu, à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une crise qui a fait que les exportations de sucre, qui étaient des premières productions du Brésil, ont commencé à baisser. Et finalement, c'est la découverte des gisements d'or à l'intérieur des terres qui a relancé le Brésil, l'économie brésilienne. Est-ce que vous pensez que le Brésil, en fait, mis à part en fait, cette découverte d'or apparemment sur l'Amazonie, hein, oui. Sur aurait été subdivisé? Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, le Brésil, ça n'aurait pas été une histoire ancienne et que ça aurait été scindé en 4, 5, 6 territoires Le Brésil aurait pu très bien, s'il n'y avait pas eu, disons oui, ce sursaut économique, aurait pu très bien se scinder en plusieurs pays. En plusieurs pays. Ben, comme je disais tout à l'heure, les mentalités de la région de Bahia n'ont rien à voir avec celles de Sao Paulo. Hein. C'est un État plurinational. C'est en quelque sorte. Fédéral, comme vous avez dit. Mais voilà, oui. Ben, d'ailleurs, Bahia, quand vous voyez Salvador de Bahia, c'est une ville portugaise. Le noyau historique, c'est une ville portugaise. On ne se sent pas dépaysé là-bas. Et puis, oui, l'aspect Si vous êtes habité au Portugal. lusophone, forcément faire un rapprochement. Alors maintenant, il y a une évolution effectivement de la langue brésilienne. Là. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a un portugais brésilien qui se différencie du portugais européen. Puis légèrement l'accent aussi. Voilà, oui. Bon, enfin, c'est comme ça, les gens du Québec et nous. Les gens du Québec, on dit que les Québécois ont gardé l'accent de l'époque, oui. De l'époque. De Louis XIV, entre de Louis guillemets. XIV, voilà. Encore plus précis. Et oui, comme vous disiez, après pour le Brésil, c'est un pays catholique. Voilà. Et le Brésil, effectivement, le Brésil a connu un nouveau développement, disons, avec les guerres napoléoniennes. En 1807, lorsque les armées napoléoniennes, dans le cadre du blocus continental, ont envahi le Brésil, le roi Jean VI est parti avec toute la cour au Brésil. Et à ce moment-là, évidemment, le Brésil était devenu, le cœur du Portugal, de l'État portugais. Et cela, il a fallu que les chancelleries européennes fassent comprendre au roi Jean VI qu'il ne pouvait pas continuer à être roi du Portugal après les défaites de Napoléon,
que si il continuait à rester au Brésil, pour qu'il accepte de revenir. Mais lui, pour lui, il avait créé une sorte d'État transatlantique portugais avec le Brésil, quoi. On y vient. Les États-Unis avant l'heure, quelque part. C'était un État assez particulier, puisque finalement c'était un État portugais, un royaume du Portugal qui incluait le Brésil à part entière. Le Brésil n'était plus une colonie. Le Brésil n'était plus une colonie. Si vous avez, les Anglais, eux, avaient la colonie d'Amérique du Nord. Là, le Brésil était devenu une partie intégrante de l'Europe. Intégrante de l'Europe, voilà, en quelque sorte. Oui, c'était même pas un État indépendant, c'était vraiment dedans. Voilà. Et c'est d'ailleurs un petit peu la mentalité qui a guidé Salazar. C'est un petit peu la mentalité qui a guidé Salazar, qui voulait développer les colonies d'Afrique au même niveau, en même temps que le Portugal. Ce qui a coûté énormément aussi de moyens au Portugal, parce qu'évidemment... Ah oui, il a vu ça comme ça. Oui. Il voyait aussi les choses comme ça. Enfin, l'Angola et le Mozambique les développer parallèlement... le Cap-Vert à l'époque aussi. Voilà, aussi, oui. Donc, il n'a quand même pas choisi des petits pays, hein. Il avait choisi des très grands territoires. Et puis, et des pays qui économiquement quand même, bon, nous on a mis 1500 ans à se développer, à passer, à devenir un État industriel. Eux, il fallait qu'ils sortent, disons, du Moyen-Âge. En 60 ans. En 60 ans, donc ouais, c'est quelque chose de... C'est une gageure. Oui, hein. c'est du domaine de l'impossible. C'est du domaine de l'impossible. Est-ce que ça fait un petit peu au Brésil comme en Amérique latine, où quand les Espagnols et les Européens perdent la main dessus, c'est les États-Unis qui reprennent un peu le relais, parce qu'on dit les Hispano-Américains. Alors, les Hispano-Américains... Là, ça c'est géographique aussi, vraiment. Oui. Alors bon, il y a la fameuse doctrine Monroe qui a dit que l'Amérique du Sud était chasse gardée des États-Unis. Il dit 1820. Mais ça concernait surtout l'Amérique hispanique, avec les guerres d'indépendance de Bolivar, la Colombie, Sucre et autres. Voilà, c'est ça. Ça, mais il s'est passé une chose, c'est que finalement, sous l'influence des exigences des instances européennes, qui réclamaient le retour de la famille régnante portugaise à Lisbonne, en 1821, finalement, le roi Jean VI a décidé de revenir à Lisbonne, tout en laissant une vice-royauté à son fils Pierre Ier, Pedro, à Lisbonne, à Rio de Janeiro, là-bas, au Brésil. Il avait créé un... Et alors, il s'est passé une chose, c'est qu'ensuite, son fils, donc, qui était devenu prince régent au Brésil, a voulu continuer à gouverner le Portugal du Brésil après la disparition de son père. Et lui aussi a été obligé de revenir. Il a fait une chose, il a créé, ça veut dire l'indépendance du Brésil et transformé le Brésil en empire. Ce qui se comprend très bien étant donné la diversité du pays. Puisqu'un empire, finalement, c'est une réunion de régions différentes sous un même sceptre. Oui, ce pays est déjà un empire, on pourrait dire. Oui, sensiblement. Voilà. Donc, à partir il y a eu une guerre d'indépendance parce que, évidemment, le gouvernement du Portugal ne l'admettait pas ainsi. Et cette guerre d'indépendance s'est terminée en faveur, disons, des Brésiliens, des futurs Brésiliens en 1824. Et là, il a instauré l'empire et il est devenu empereur sous le nom de Pierre Ier. Bon. Mais seulement, au décès de son père, la succession du Portugal s'est posée. Et à ce moment-là, il y a eu une insurrection au Portugal. Il y en a un certain Miguel qui s'est proclamé roi. Et finalement, Pierre Ier a débarqué au Portugal, a chassé, si on peut l'appeler, cet usurpateur, et s'est installé au Portugal, en abdiquant de son trône du Brésil et en le donnant à son fils Pierre II, qui était à l'époque un enfant. On est en Alors, 1834. C'est quasiment, en fait, si vous voulez, quand l'Espagne, en fait, laisse le Mexique aux Américains. Voilà, oui, c'est à peu près 1820, 1820, c'est ces années-là. C'est une grande guerre de... Voilà. Mais là, ça s'est passé différemment, là. C'est une autre forme d'indépendance. C'est quasiment une indépendance consentie et non pas...
Une guerre Russe, interne, quoi. une guerre interne. Une guerre interne, voilà. Et tout simplement parce que l'empereur du Brésil redevient roi de Portugal, roi du Portugal, en laissant son fils comme empereur. Alors, Pierre II avait 5 ans. Et il a régné jusqu'en 1889. Donc, 1830-1889, ça fait ça plus de 50 ans. Oui, Enfin, oui, oui. 55 ans. Et alors, à ce moment-là, cet empereur Pierre II, eh bien, son règne a été une période de développement important du Brésil. Alors, certes, il y a eu des guerres avec l'Argentine, avec les régions alentours, mais ça a été quand même une période de développement important du Brésil. On l'appelle même l'âge d'or du Brésil, d'ailleurs, à l'époque. Il y a eu un gros développement économique. Bon, il a commencé à créer les premières industries. Le Brésil, à l'époque, avait une croissance économique de l'ordre de 6 à 7% par an, ce qui était énorme. Et alors, la marine brésilienne était devenue une des 4 ou 5 premières marines du monde. Oui, il y avait un développement énorme. Et la seule chose, c'est que Pierre II était à la fois un homme politique, mais aussi un artiste, et qui résidait souvent à Paris, en Europe. Et en 1889, toute une oligarchie de propriétaires et autres s'est entendue pour monter un coup d'État et puis le renverser. Et on a mis fin à l'Empire du Brésil et on a créé la première République du Brésil, en 1889. Alors Pierre II a émigré, est venu à Paris, où il est mort un an après. Et l'idée impériale brésilienne donc, de la monarchie n'est pas totalement éteinte au Brésil. Il y a encore quelques années, un sondage avait donné que pas loin de 40% de la population brésilienne était favorable au rétablissement de l'Empire. Ce qui en dit long de l'esprit républicain là-bas. En fait, On ne pourrait pas en dire autant de la population française actuellement. Là. Non. Il faut dire aussi que parfois savoir qui mettre sur le trône, c'est autre chose. Tandis que là, au Brésil, ils étaient restés, disons, quand même sur une bonne impression. Surtout que la première république qui s'est instaurée était une république oligarchique, une république à dominante maçonnique. Qui a fait beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de problèmes. Et en même temps, à ce moment-là, le Brésil a connu une cassure dans son développement économique, ce qui fait qu'effectivement, la période impériale avait laissé de meilleurs souvenirs. Avait laissé rétrospectivement de meilleurs souvenirs. Oui. Voilà. Alors, donc cette première république, qu'on appelle la vieille république, a connu tellement de problèmes qu'en 1930-31, il y a eu un coup d'État qui a, parmi d'autres tentatives, la mise au pouvoir de Getúlio Vargas. Je vois vos yeux commencer un petit peu à briller. Il y avait quelques responsables qui n'étaient pas spécialement sud-américains. Qu'allez-vous dire ? Non. Mauvais esprit, là. Ça C'est commence. encore mon mauvais esprit qui vient vous chatouiller. Voilà. Et donc, il y a eu Getúlio Vargas qui s'est installé au pouvoir à la suite d'une période trouble d'élections, parce que lui, il était gouverneur d'un État, et c'était toujours entre l'État de Sao Paulo et puis le Minas Gerais qui se passait le président de l'un à l'autre. Et Vargas, donc, a réussi à l'aide des militaires à devenir président du Brésil, et puis à remettre un peu d'ordre dans le pays de 30 à 34. Et à partir de 1934, il y a eu un coup d'État qui a installé ce qu'on appelle l'Estado Novo, sur le modèle de l'État salazariste. Bah justement, on voulait vous demander quelle est la particularité du nationalisme brésilien, portugais, quoi. Voilà, alors justement, donc Vargas a justement voulu construire un État ordonné, un État fort, un État corporatiste, sur le modèle de ce qui se faisait dans les États fascistes en Europe ou dans l'État portugais de Salazar. Et Vargas a instauré véritablement une sorte de dictature à partir de 1937 et jusqu'en 1945,
mais tout pour, alors en bien, en mal, pour essayer de vertébrer le Brésil et de lui permettre de se développer. Il y avait l'Action intégraliste brésilienne comme mouvement connu qui était fascisant, dirais-on, aujourd'hui. Voilà. C'était à cette période-là. Et puis même, on peut avoir quelques éléments. Bon, là, c'est portugais, mais ça a influencé le Brésil. Ça a de manière, influencé comme le on disait, Brésil, tout à fait. de Jacques Pont-Carnassal dans son doctrine du nationalisme, puisqu'il y a une section où il fait plusieurs pays d'Europe, dont le Portugal, avec Antonio Sardina, et le fait que, bah oui, ça a influencé cette Ça a influencé. action intégraliste Voilà. et tout ça. Et Vargas a été, disons, déposé, si l'on peut dire, en 1945. On a instauré une nouvelle constitution en 1946. Et à la suite de quelques années encore plus ou moins troublées, Vargas a réussi à se faire réélire en 1951, tout à fait démocratiquement. Il prouve que son régime n'avait pas laissé de très mauvais souvenirs. Effectivement, alors, si les paysans n'avaient pas été très bénéficiaires, de même que les domestiques, la population, domestique au Brésil, la population ouvrière, les classes moyennes avaient été très favorisées par Vargas, ce qui a fait qu'en 1951, il a pu être élu. Et puis finalement, il s'est suicidé d'une balle dans le cœur en août 1954. Et après, vous avez eu donc, alors l'établissement de nouveau de la République, vous avez eu Juscelino Kubitschek qui a été élu. C'est d'ailleurs lui qui a lancé la création de la ville de Brasilia en 60. Puis après, vous avez eu l'élection de Jean Goulard, qui était... Alors on est tombé encore dans une période socialisante, au point qu'en 1964, l'armée a fait un coup d'État, et puis alors a commencé à faire une succession de règlements de compte. Bon, le régime militaire brésilien de la période n'est peut-être pas une des choses les plus heureuses qu'ait pu connaître le Brésil. Mais il faut dire qu'il y avait le contexte de la crainte d'un coup d'État communiste. On était en pleine guerre froide, et que la CIA a beaucoup soutenu, encouragé l'armée brésilienne à mettre à la porte un personnage que l'on pouvait soupçonner de faire basculer le Brésil dans le camp communiste. En 1964, il y avait quand même le problème de Cuba, il y avait toutes ces questions-là qui étaient extrêmement importantes. Et donc vous avez eu ce gouvernement militaire qui a duré jusqu'en 1985, qui petit à petit a lâché du lest avec des lois d'amnistie en 1979, puis en 1985, il a restauré disons ce qu'on appelle la démocratie, autrement dit un régime oligarchique électoral. Depuis 1985 aujourd'hui, grosso modo, c'est... En gros, c'est un régime électoral, et puis on voit qu'on arrive aujourd'hui avec un régime d'oligarchie, de corruption. Une suite logique. Voilà. Et on a beau dire que tous ces pays-là, dès que vous avez une démocratie, ça veut dire régime oligarchique. Les élections, d'ailleurs, plus ou moins contrôlées, en ce sens que ce sont les médias qui font les élections. Les campagnes, voilà. Les puissances d'argent. Voilà. Et puis il faut qu'il arrive un moment où vraiment le pays est au 36e dessous pour qu'il y ait un sursaut. Alors avec Bolsonaro, nous allons voir ce que ça va donner. Oui, parce qu'il promettait des lois anti-communistes, enfin je ne sais pas s'il a employé le terme. Mais là, bon, on va bien voir ce qui va se passer. Mais effectivement, il faut comprendre l'élection de Bolsonaro comme un ras-le-bol du foutoir socialiste et gauchiste. Voilà. Et en plus, sans vraiment distinction de race voilà. pour le coup. Voilà. Ouais, sans distinction de race, parce que... T'as lu ça, toi Non, je sais pas. Bolsonaro Bolsonaro est soutenu par les métis de l'équipe de foot brésilienne. Oui, et puis il a été soutenu en partie aussi, même dans certains États, il a dû par une majorité de métis. montrer patte blanche et appliquer une loi martiale, non identitaire. Non identitaire, oui. Mais ce n'est pas dans les mentalités des Brésiliens. Des Brésiliens, oui. C'est pas dans les mentalités. En même temps, ceux qui sont originels, c'est les Amérindiens, ils sont plus là. Donc, ils sont plus là non plus. Non. Mais la mentalité, disons, racialement blanche, de pureté raciale blanche, n'existe pas au Brésil. Ou très peu, enfin peut-être comme partout. Doit y avoir ou alors c'est acquis, mais c'est pas vraiment théorisé. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça vaut rien. Voilà. Bon, très bien, en tout cas, merci pour ce rappel historique qui permet de comprendre un peu plus la période actuelle d'ailleurs, donc ça s'articule tout ça.
Et puis on va donner donc les détails un peu pour se renseigner sur la revue Militant. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet www.revue-militant.fr. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez vous adresser à l'adresse contact@journal-militant.fr. Et en ce qui concerne les détails pour un abonnement papier, je vous laisse la parole à M. Grenier. Alors, l'abonnement papier, je ne connais pas par cœur, mais disons mes coordonnées postales, il faut bien m'en excuser. Alors, vous pouvez écrire à la revue Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris CEDEX 10. Alors, il me semble, on peut aussi faciliter l'abonnement en allant directement sur le site, à la rubrique abonnement, et souscrire directement aussi un abonnement si les gens... Les gens peuvent souscrire via Internet, et même pour ceux qui veulent éviter d'avoir le souci de payer un abonnement tous les ans, ils peuvent aussi faire un prélèvement mensuel, 5 €. 5 € le prix du journal. Voilà. Certains de nos abonnés le font comme ça. On ne peut que les encourager. On peut que les encourager. Ça Voilà, fonctionne. voilà, 5 € par mois, c'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes que les gens achètent tous les jours. Et pour soutenir le nationalisme, la pensée nationalisme, à mon avis, c'est bien peu de choses. Enfin, en tout cas, Et plus utile. Et c'est plus utile. Voilà, Pour faire un exposé aussi complet. Parce qu'un journal comme Militant est une des rares revues qui défend véritablement et qui donne une analyse des événements selon une doctrine nationaliste fidèle à nos traditions. Aujourd'hui, il y en a très peu. Et qui perdure depuis plus d'un demi-siècle en plus. Et qui perdure depuis plus d'un demi-siècle. Oui, nous allons entrer en décembre dans notre 51e année, avec le numéro 710. Bientôt l'anniversaire. C'est donc la revue nationaliste la plus ancienne. Oui, si on... C'est une revue d'idées, oui, parce que Rivarol est un hebdomadaire qui traite l'actualité, disons, d'une manière plus décapante, certes, mais plus immédiate. Avec Militant, comme nous paraissons tous les mois, nous prenons un certain recul et analysons les événements sur la moyenne, sinon la longue durée. Puis après, il y a les lectures françaises, il y a quelques Lectures françaises qu'il ne faut pas négliger non plus. Les lectures françaises traitent les problèmes d'une manière très profonde. Aussi. Oui, non. Il y a quelques revues, il faut les encourager parce que ce sont les dernières qui subsistent aujourd'hui dans un paysage politique, médiatique, où la censure et l'autocensure deviennent de plus en plus importants et où les groupes de presse n'ont plus aucune liberté. Nous ne dépendons que de nos abonnés. Aucune publicité extérieure. Merci à vous, M. Grandillon. Merci, M. Grandillon. Merci Blandine. Merci Merci, Florian. M. Grandillon. Merci. Merci.